je vous demande d'accueillir comme il se doit Jean-Jacques Crèvecoeur. Voilà, je suis le dernier invité surprise et je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. En fait, depuis fin 2012, c'est la deuxième conférence publique que je donne puisque j'ai disparu de la scène publique pour donner des formations en ligne et ça me fait extrêmement plaisir de retrouver ma famille, en fait, parce que c'est de cela dont je vais vous parler ce soir. C'est de cette nouvelle famille que nous sommes en train de reconstruire ou de constituer grâce à cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Vous m'avez entendu dire ça pendant 5 ans et je continuerai à le dire parce que quelque part, j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de ces gens qui nous font chier à longueur d'année. Parce que, grâce à eux, et c'est ça que je voudrais vous démontrer en quelques minutes, grâce à eux, nous sommes en train de grandir individuellement, mais nous sommes aussi en train de grandir collectivement. Et ça, je pense que nous devrions changer notre regard sur la réalité que nous vivons actuellement. Parce que quand Marc m'a proposé le thème de ce soir, qui était de prospérer dans l'espoir, je dis, tu sais que j'ai fait une conversation du lundi qui justement disait que je faisais l'éloge du désespoir, parce que lorsqu'on est dans l'espoir, on est dans l'inaction, puisqu'on espère, comme le disait Louis Fouché tout à l'heure, on espère un sauveur qui va venir nous sauver, et quand on espère, on est démobilisé. Alors, Thierry, que j'ai rencontré pour la première fois en vrai ce soir, parce que on est une famille qui ne se connaît pas en vrai, et c'est aussi pour cela que j'ai accepté de me déplacer, c'est que Thierry vous a cité plusieurs films de cinéma. Moi, je suis un passionné de cinéma, et j'avais envie de commencer mon intervention en vous racontant, en vous rappelant en tout cas, ce très beau film qui a eu plein d'Oscars, qui est La Vita è Bella, avec Roberto Benigni. Et je trouve que ce film est une allégorie extraordinaire de ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait finalement ? Il fait croire à son fils que c'est un immense jeu que d'être dans ce camp de concentration. Et Étienne Chouard nous a parlé de prison tout à l'heure. Et effectivement, nous sommes dans une prison. Ça, Platon nous l'avait déjà dit bien avant. Et le génie du papa vis-à-vis de son fils, c'est d'inviter son fils à changer de regard sur la réalité. Et je me suis dit, mais finalement, c'est à cela que les événements que nous vivons, au moins depuis 2020, nous invitent. C'est à changer notre regard sur ce que nous vivons, changer notre regard sur notre existence. Et en préparant cette conférence, j'ai repensé à une tradition amérindienne dont on parle au Québec, qui est que lorsque nous mourrons, nous serons face au grand aigle qui va nous poser 3 questions fondamentales. Première question, comment as-tu aimé ? Deuxième question, qu'as-tu fait de ta vie ? Et troisième question, à quel projet as-tu participé qui te dépasse et qui est au service du collectif ? Et
en réfléchissant à ça, je me suis dit, finalement, c'est un peu ça que nous sommes invités à faire. Parce que si, effectivement, nous nous posons la question de « mais qu'est-ce que nous avons fait de notre vie depuis début 2020 ? Comment avons-nous aimé ? Qu'est-ce que nous avons fait de notre vie ? Et à quel projet plus grand que nous avons-nous participé pour le bien de la communauté ?» Finalement, c'est cela que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires nous invite à faire. C'est à grandir en conscience, en amour, en compétence. Et c'est là que je vous invite vraiment à changer votre regard sur la vie. J'ai dit dans certaines de mes vidéos que je considère que la vie devrait être regardée du point de vue de l'âme, c'est-à-dire d'être au-delà de la vie. Thierry parlait de survie. Eh bien, effectivement, on peut parler de métaphysique ou de métavie, c'est-à-dire de regarder les choses avec ce recul de l'âme, qui regarde les choses et qui regarde la vie comme étant une grande école dans laquelle nous entrons au moment de la naissance et dont nous sortons au moment de la mort. On pourrait regarder aussi cela comme une salle de musculation spirituelle. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans une salle de musculation ? Eh bien, volontairement, on soulève des poids, donc ça, c'est vraiment chiant, on soulève des poids, mais pour développer notre musculature. Est-ce que c'est pas ça que le monde est en train de nous inviter à faire, c'est-à-dire d'accepter de nous confronter à la résistance du réel, d'accepter de nous confronter à la résistance de la matérialité. Parce que j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, et j'en ai une excellente aussi. La très mauvaise, c'est que nous ne gagnerons jamais le combat que nous menons contre cette oligarchie, cette élite mondiale, sur leur propre terrain, c'est-à-dire sur le terrain de l'existence incarnée, sur le terrain de la matérialité. Nous ne gagnerons pas. Par contre, ils sont là pour nous faire grandir et pour nous reconnecter à ce que Étienne Chouard appelait tout à l'heure notre souveraineté. Ils sont là simplement pour nous faire grandir. Je ne sais pas si vous connaissez cette tradition spirituelle qui dit que Dieu, à un moment donné, a proposé aux anges de venir faire l'expérience de l'incarnation et de faire l'expérience du libre arbitre et de voir s'ils étaient capables d'être dans l'amour tout en ayant le libre arbitre. Et les anges ont été effrayés par l'épreuve qu'on leur proposait et ils ont refusé la proposition de Dieu. Puis Dieu a proposé ça aux humains, qui probablement étaient un peu inconscients, je vais dire. Et les humains, eux, ont accepté en disant, le libre arbitre, ça a l'air chouette, ça a l'air sympa, donc on va aller faire l'expérience. Et Dieu a dit aux anges, eh bien, vous qui avez refusé cette expérience, vous allez aider les humains dans leur épreuve sur Terre, chaque fois que les humains vous demanderont de l'aide. D'ailleurs, j'ai rencontré un jour, à l'époque où je faisais de la prospection commerciale au niveau de mon entreprise, j'avais rencontré un banquier qui m'avait dit, mais vous savez, monsieur Crèvecoeur, il y a des choses dont les médias ne parlent jamais, et c'est un drame absolu, c'est qu'il y a des centaines de millions d'anges qui sont au chômage parce que les humains oublient de leur demander de l'aide. Et venant d'un banquier, je trouvais ça extraordinaire. Donc, si je reviens à cela, c'est pourquoi ? C'est parce que ma conviction profonde, quand je me pose la question de mais c'est quoi le sens de ma vie ? Pourquoi est-ce que je me bats ? Et je peux dire effectivement, comme le disait Marc, ça fait très longtemps que mes yeux se sont ouverts et je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais j'avais 18 ans et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le monde était corrompu, que le monde était pourri et je n'ai été que
de prise de conscience en prise de conscience. J'en ai 64, donc ça fait, si je compte bien, ça fait 46 ans que je suis résistant, ça fait 46 ans que je suis complotiste, ça fait 30 ans que officiellement je suis gourou d'une des sectes les plus dangereuses de France d'ailleurs, hein, quand même, et je suis conspirationniste, complotiste, antisémite, d'extrême droite, misogyne aussi, enfin bon, je ne sais pas d'où tout ça vient, mais voilà. Mais pourquoi est-ce que je continue? C'est parce que je me suis souvenu de ma scolarité. Vous allez croire que c'est un peu décousu tout ce que je vous raconte, mais le fil, il est très très clair à l'intérieur de moi en tout cas. Je me suis souvenu de ma scolarité et quand je recevais des problèmes de mathématiques, vous entendez le vocabulaire d'ailleurs, les profs nous donnaient des problèmes. Est-ce que c'est pas ça que les politiciens font avec nous? Ils nous donnent des problèmes en permanence. Mais à l'époque où j'étais à l'école, j'ai jamais pensé même à faire une grève ou à essayer de voter pour la destitution du professeur qui nous donnait des problèmes. Parce que j'avais compris l'intention pédagogique qui était là. L'intention pédagogique, c'était de m'apprendre à résoudre des problèmes. Est-ce que c'est pas ça que nous sommes en train de vivre sur cette planète? On a, entre guillemets, les méchants élites, les méchantes élites, la minuscule minorité de psychopathes milliardaires qui est en train de nous poser des problèmes. Et moi, je vous propose de changer votre regard un peu comme le papa incarné par Roberto Benigni le faisait avec son fils, en disant, mais en fait, nous sommes dans une grande école et la seule chose qui compte sur cette terre, c'est de savoir qu'est-ce que nous serons capables de répondre au grand aigle à la fin de notre vie. Comment ai-je aimé? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et à quel projet plus grand que moi, qui me dépasse, ai-je contribué pour le bien de l'humanité? Et pour moi, tout le reste n'a aucune importance. Et c'est pour ça que je ne perds absolument pas l'espoir, malgré tous les efforts que j'ai investis depuis des dizaines d'années pour sauver le monde. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en essayant de sauver le monde, en essayant de transformer le monde, la seule chose que j'ai réussi à transformer, c'est moi-même. Et comme il reste 21 secondes et que je vais respecter le temps, je terminerai par... Non, je ne vais pas être capable. Là, il reste 10 secondes. Là, je ne vais pas être capable. Mais parce que je vous ai parlé de famille au début, je ne vous ai pas encore parlé de famille. Mais effectivement, vraiment, le cadeau qui nous a été fait, c'est que beaucoup de consciences se sont éveillées en 2020. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir du moment où vos yeux se sont ouverts, il est impossible de les refermer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce qui veut dire que cette minorité de psychopathes milliardaires, là, ultimement, ils vont perdre. Peut-être que nous serons morts déjà, mais ultimement, ils vont perdre parce que, en fait, le nombre de personnes dont les consciences s'ouvrent est de plus en plus grand parce qu'il n'y a aucun retour en arrière. Il n'y a personne qui a ouvert les yeux à un moment donné, qui a refermé les yeux par la suite. C'est impossible. Moi, j'ai ouvert les yeux en 1979, j'avais 18 ans, et j'ai été à un de mes premiers cours, j'étais étudiant en physique, puisque j'ai fait une maîtrise en physique quantique, et en première année d'université, j'étais dans une université en Belgique, notre professeur d'histoire des sciences nous a révélé que la science n'était pas la recherche pure et désintéressée du savoir et que l'essentiel de la recherche scientifique était financé par le complexe militaro-industriel. Je suis tombé en bas de ma chaise. J'avais 18 ans et à partir de là, j'ai commencé à m'informer sur tout et plus je m'informais sur plein de sujets différents, plus je me suis rendu compte que effectivement le monde était pourri. Mais c'est pas ça qui m'a découragé.
ce qui s'est transformé à l'intérieur de moi, c'est que je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est juste là pour me mettre à l'épreuve, pour que je sorte la preuve. L'étymologie de épreuve, c'est exprobere en latin, c'est-à-dire prouver à l'extérieur. C'est « sors-moi ta preuve ». Donc, chaque fois que nous sommes mis à l'épreuve, nous sommes invités à sortir la preuve que nous sommes capables de mettre nos valeurs en lumière. Et c'est là où nous sommes en train de former une famille extraordinaire. Ce que Alain Damasio, l'auteur de romans, appelait dans une de ses interviews il y a quelques années une révolution fractale. Ce qu'il disait, c'était que, à la faveur de toutes les actions coercitives que nous subissons depuis quelques années, il y a une multitude d'initiatives totalement invisibles qui se font à travers le monde. Et ce que Alain Damasio voyait à un moment donné, c'était une situation où toutes ces initiatives bénévoles, citoyennes, allaient se fusionner, enfin pas fusionner, allaient faire un réseau relié naturellement comme une immense famille, une immense toile d'araignée de lumière. Et j'aimerais terminer par cette phrase de Marianne Williamson dans son livre Un hymne à l'amour, discours qui a été repris d'ailleurs par Nelson Mandela au moment de son investiture en tant que président de l'Afrique du Sud. Alors, je ne vous fais pas tout le texte, mais je vous donne la première et la dernière phrase. La première phrase, c'est « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous sommes petits et limités. Notre peur la plus profonde, c'est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. » Ça, c'est la première phrase. Et la dernière phrase, c'est que Marianne Williamson dit « Au fur et à mesure que nous laissons rayonner notre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. » C'est ce à quoi je vous invite, c'est laisser rayonner votre lumière et votre puissance. Et ça, c'est contagieux et il n'existera jamais aucun vaccin contre cela. Merci. Merci beaucoup Jean-Jacques pour ta venue qui était un peu imprévue et finalement qui avait tout son sens pour clôturer cette série de conférences. Je te demande peut-être pourquoi est-ce que tu as voulu participer à cet événement avant de passer à la suite et ensuite on pourra aller boire le verre de l'amitié tous ensemble. Est-ce que tu peux... Pourquoi j'ai... il n'y a plus de... C'est bon. Allô, allô, voilà. Pourquoi j'ai voulu participer à l'événement? Pour deux raisons. C'est que d'abord, je vous aime. Oui. Merci. Et que ça me manquait de rencontrer un vrai public et de rencontrer les gens de ma famille, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas pris la parole ce soir, mais je pense à Senta de Peut qui est dans la salle, je pense à Jérémy Mercier qui est dans la salle, je pense à Akina qui est dans la salle, etc. Je pense à Géopolitique Profonde qui est dans la salle. Enfin bon, à tous ces gens-là, j'avais envie de les rencontrer ce soir. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Jean-Jacques.